À l'automne 1944, le sud de l'Angleterre découvre une arme qui tombe sans sirène ni moteur audible au dernier instant. Les habitants lui donnent un surnom brutal, l'usine à gaz volante. Ailleurs en Grande-Bretagne, on parle de V2. En Allemagne, son nom technique est fusée A4. Depuis des rues ordinaires et des avenues boisées de Hollande, elle fonce sur Londres sans préavis. À près de 4800 km/h à l'impact, elle couvre ses 320 km de portée en 5 minutes. Après la guerre, les Britanniques veulent comprendre ce monstre. À Cuxhaven, cette enquête prend une forme très concrète. Sous contrôle britannique, des techniciens allemands capturés remontent les fusées, puis les tirent de nouveau. Derrière chaque départ, il y a une chorégraphie nerveuse. Oxygène liquide, peroxyde d'hydrogène, alcool instable, camion, conduite, gestes minutés. C'est là que l'on voit la fusée A4 comme une machine complète, pas seulement comme une explosion venue du ciel. Assemblage, remplissage, poussée brute. Tout annonce la fusée moderne, bien avant que l'espace ne devienne un horizon civil. Si vous êtes dans le sud de l'Angleterre en 1944, le nom qui reste est l'usine à gaz volante. Dans le reste du pays, c'est V2. Côté allemand, c'est la fusée A4. Le soir du 8 septembre 1944, la première tombe sur Londres. Plus de 1000 engins visent la capitale. La plupart partent de La Haye, en Hollande. Et tout près du Palais de la Paix, une simple rue du centre devient pas de tir. Pendant quelques heures, on vide cette rue. Plus de voitures, plus de passants. Puis la fusée peut être mise à feu. Le site que l'on voit est un emplacement réel utilisé par les Allemands, et il révèle une chose dérangeante. Presque rien n'était nécessaire. Il fallait surtout échapper à la Royal Air Force et couper le vent. La fusée repose toujours sur une table de lancement. Ici, elle se dresse au milieu des arbres, à peu près aussi haut qu'elle. Pour les servants, c'est un abri presque idéal. De là vient la leçon la plus inquiétante. Une fusée peut partir presque n'importe où. Un carré d'environ 7 mètres de côté suffit, si les véhicules peuvent approcher. Les Allemands tirent en ville comme à la campagne. Le long de cette avenue, ils disposent de 9 emplacements séparés. Le bois reste le meilleur décor, à condition d'y entrer et d'en sortir vite. Des repères de visée sont peints sur les arbres. Pour le véhicule de conduite de tir, on creuse une fosse à l'écart. Dans ce véhicule se tient le chef de la troupe de tir, à environ 27 mètres du pas de tir. En forêt, il faut niveler le sol, puis poser une base solide pour porter la table et la fusée. Les Allemands utilisent des traverses de bois ou d'acier. Leur dernier tir contre la Grande-Bretagne a lieu en mars 1945. Ensuite, les Britanniques prennent la main. Ils récupèrent des fusées endommagées dans toute l'Allemagne, puis font tirer les savants et techniciens allemands, mais sous contrôle britannique. Le travail commence dans les ruines laissées par la retraite allemande. Beaucoup de matériel de lancement a été dynamité. Il faut le reconstituer, comprendre chaque fonction, puis fabriquer les pièces manquantes. Une masse de métal tordu doit redevenir une table de lancement utilisable. Les Britanniques reconstruisent des équipements, créent de nouveaux véhicules et finissent par assembler des fusées complètes avec les prises de guerre. Parfois la chance aide. Dans la zone britannique, une usine fabrique déjà des transporteurs routiers pour les fermiers du coin. Ces transporteurs routiers allemands servent à porter la fusée. L'usine se met donc à en produire pour les Britanniques. Parmi les véhicules remis en état figure aussi celui qui amène l'oxygène liquide depuis la tête de ligne ferroviaire jusqu'au pas de tir. À Cuxhaven, les Britanniques prennent possession d'un champ d'essai d'artillerie. Ils y ajoutent des bâtiments neufs, dont cette tour d'épreuve, où la fusée reste dressée pendant une partie de ses tests. Avec le matériel allemand capturé, nos ateliers de réparation se sont vite mis à fabriquer des fusées pièce par pièce. Autour des abris pour éléments de fusée, on a monté de vrais postes de travail, des hangars, des magasins. Les stocks grossissaient. Réservoirs d'aluminium pour alcool et oxygène liquide, tambours cylindriques chargés d'ogives. Étrange contraste. Ces cuves immenses restaient d'une légèreté surprenante. Une seule cuve reçoit environ 4,5 tonnes d'oxygène liquide. Vide, pourtant, 4 hommes la soulèvent sans peine. Pour comprendre la fusée, le schéma parle mieux que le métal. La poussée vient de la réaction d'un jet de gaz lancé à très grande vitesse. Ce jet naît dans le venturi, la chambre de combustion, quand l'alcool brûle avec l'oxygène liquide. Voici une véritable chambre de combustion, en acier. Pendant la mise à feu, la pression y devient énorme. Il faut donc forcer les 2 carburants à entrer. 2 pompes s'en chargent, une par liquide. Entre elles tourne une turbine de 600 chevaux, car 8,5 tonnes de carburant doivent passer dans la chambre en 60 secondes. L'ensemble complet tient là. Turbine au centre, 2 pompes de part et d'autre. La turbine, elle, n'est pas entraînée directement par l'alcool. Elle reçoit de la vapeur, produite par la réaction chimique entre le peroxyde d'hydrogène et le permanganate de sodium, stocké dans 2 réservoirs. Devant l'empennage viennent les 2 grandes cuves. D'abord l'oxygène liquide, puis l'alcool. Sur une fusée en montage, le ragencement impose une bizarrerie. La conduite d'alcool traverse le centre même du réservoir d'oxygène liquide.
À l'avant, la fusée porte le compartiment de contrôle, puis l'ogive. Dans ce compartiment, 2 gyroscopes font office de cerveau. Montés sur cardan, ils gardent leur référence pendant que le corps bouge autour d'eux. Des capteurs électriques lisent ces écarts, puis les transmettent aux gouvernes en carbone et aux compensateurs de l'empennage. C'est ainsi que la fusée corrige son azimut, son site, et reste collée à la trajectoire prévue. Les 4 gouvernes plongent directement dans le jet, tandis que chaque ailette reçoit son compensateur. Cette maquette montre l'intérieur du compartiment de contrôle. Derrière, on voit un empennage dépouillé, avec gouvernes et compensateurs en place. Quand le compartiment bascule, les gyroscopes se déplacent dans leur support. Le signal part alors par câbles électriques vers les servomoteurs de queue. Chaque gouverne en carbone et chaque compensateur a le sien. Les servomoteurs déplacent alors gouvernes et compensateurs dans le sens inverse du mouvement initial. Leur travail est simple, ramener la fusée sur sa route. Un gyroscope commande le site en actionnant une paire de gouvernes en carbone. Il fait passer l'engin de la verticale à un angle de 43 degrés. L'autre gyroscope tient la direction avec l'autre paire. Placés dans le jet et taillés en carbone pour supporter la chaleur, ces 4 gouvernes n'agissent que tant que le moteur brûle. Cette autorité ne dure que 60 à 70 secondes. Elle couvre les 32 premiers kilomètres environ, jusqu'au point d'extinction complète. Ensuite, la fusée n'est plus qu'un projectile libre, comme un obus après la bouche du canon. C'est ce qui se passait quand les Allemands tiraient sur Londres depuis La Haye. La distance approchait 320 km, portée maximale de la fusée A4. Le guidage ne servait donc qu'au début, tant que le jet brûlait encore. À 2000 mètres par seconde, la fusée grimpe encore, inclinée à 43 degrés. Elle monte jusqu'à environ 80 km, la moitié du trajet. Puis, toujours cap sur Londres, elle bascule et redescend. L'air la freine à près de 1200 mètres par seconde. C'est encore presque 4800 km à l'heure au moment de l'impact. Du tir à la cible, tout tient en 5 minutes. Pour donner l'échelle, un canon de 406 mm envoie un obus d'1 tonne à une quarantaine de kilomètres. L'homme, lui, n'est encore monté qu'à environ 20 km. Record atteint par 2 Américains en 1933. Dans l'atelier aménagé par les Britanniques, des techniciens et ingénieurs allemands, surveillés par eux, réassemblent les pièces récupérées. On voit ici des fusées A4 à plusieurs étapes de fabrication. D'abord, le cœur du corps, 2 réservoirs, l'un pour l'oxygène liquide, l'autre pour l'alcool. Ils reposent dans une demi-coque garnie de laine de verre. Sur cet exemplaire, le moteur est déjà fixé au compartiment des réservoirs. La seconde demi-coque ferme l'ensemble, tandis que le compartiment de commande attend encore. Plus loin, l'empennage est prêt. Les câbles sont branchés pour vérifier la continuité électrique avant les essais. Sur celle-ci, le compartiment de commande est enfin en place. La fusée est complète. On l'a peinte en noir et blanc pour la suivre plus facilement au tir. Avant cela, l'exemplaire d'essai est raccordé à une conduite d'air comprimé. La pression traque les fuites dans les réservoirs et les tuyauteries. En même temps, chaque circuit électrique est contrôlé. Une fois ces vérifications terminées, l'empennage est monté. À l'avant, on fixe aussi la charge militaire. Ce n'était pas la procédure allemande habituelle à ce stade. Mais les Britanniques veulent la fusée ainsi équipée, afin de la hisser dans la tour d'essai. Elle quitte alors la chaîne de montage, soulevée et posée sur un transporteur. De là, on l'emmène vers la tour, où les organes de contrôle pourront être réglés. Dans la tour, la fusée est redressée, comme au lancement. On installe les gyroscopes et les unités de commande, puis commence les essais de direction. Pour que tout réponde correctement, les axes des gyroscopes sont alignés sur celui de la fusée. Après ces contrôles, l'engin est bon pour le tir. Il passe directement sur le transporteur élévateur que les Allemands appellent Meyer-Wagen. En temps de guerre, à ce point, ils appliquaient leur méthode dite des petits pains chauds. Le principe est brutalement simple. Une fusée tout juste testée part sur train vers le terminus ferroviaire de la zone de tir. Les Allemands la lançaient presque toujours dans les 3 jours suivant sa production. Leur expérience montrait qu'un stockage trop long faisait grimper les échecs. À partir d'ici, on suit donc leur procédure opérationnelle. Au terminus, les engins passent aux mains de la troupe technique du régiment de fusées. Les wagons allemands sont trop courts pour porter une fusée entière. On répartit donc 2 fusées sur 3 wagons. Elles voyagent sans leur charge militaire, placées à part dans le wagon central. Première manœuvre pour la troupe technique, transférer l'engin du rail vers le transporteur routier. Une grue mobile soulève la fusée A4. Le wagon est retiré dessous, puis le transporteur vient se placer exactement sous la charge. Sous la grue mobile, la première fusée quitte le rail et bascule vers son transporteur routier. Direction de dépôt de campagne du détachement technique, choisi pour rester discret et assez proche des sites de tir. Pendant ce temps, la locomotive manœuvre les wagons pour placer une deuxième fusée sous la grue. Le même ballet recommence. Dans l'organisation allemande, un détachement technique servait 3 détachements de tir.
Ici, la seconde fusée arrive déjà à portée du crochet, tandis que la première part vers le dépôt, couché sur la route. Au dépôt, le détachement technique commence par armer les fusées neuves. Les têtes militaires arrivent dans des tambours cylindriques de transport. Une petite grue soulève d'abord le tambour. La tête pèse environ 1 tonne et renferme près de 770 kg d'explosifs. L'avant de la fusée est maintenu pendant que la tête est vissée sur le compartiment de contrôle. Une fois la tête en place, un homme retire le boulon qui la retenait au tambour. Le cylindre peut alors glisser et être dégagé. La suite est moins spectaculaire mais décisive. Essais électriques, petites réparations, puis remise au détachement de tir d'une fusée complète. La grue mobile sert sans cesse, surtout pour passer l'engin du transporteur routier au meilleur wagon. Chaque détachement technique ne dispose que d'une grue mobile. Après le travail à la tête de ligne, il faut donc la remorquer jusqu'au dépôt de fusée et la remonter sur place. Ce n'est pas une machine conçue exprès pour ces armes. C'est un matériel allemand standard, capable de lever 10 tonnes, bien plus qu'une fusée non ravitaillée. Un véhicule ordinaire peut la tracter. Une équipe entraînée la monte ou la démonte en une demi-heure environ. Le détachement technique ne s'occupe pas seulement des fusées. Il transfère aussi l'oxygène liquide des wagons-citernes vers les citernes routières, au moyen d'une petite pompe à essence fixée sur le côté du wagon. L'oxygène liquide arrive toujours par rail dans la zone de tir. On attend le dernier moment pour le transvaser, afin de limiter l'évaporation. La citerne routière du détachement de ravitaillement contient seulement environ 6 tonnes et demie, soit une fusée. Le wagon-citerne, lui, en contient 30. Et cette citerne routière perd chaque jour 3% de son contenu par évaporation. On fixe alors le long tuyau pour servir de sortie. Quand l'ordre de tir tombe, le détachement de tir envoie son meilleur wagon au dépôt de campagne technique. Il vient chercher une fusée. Aux hommes du détachement technique revient alors la manœuvre délicate, la faire passer du transporteur routier au meilleur wagon. Ce passage d'un détachement à l'autre peut se faire n'importe où. Le dépôt n'est pas obligé d'apparaître dans l'opération. Souvent, on choisit même un point éloigné pour garder le site de stockage invisible, surtout depuis les airs. Avant la remise, la fusée est prête, tête montée, essais électriques concluants. Le transporteur routier s'avance sous un côté de la grue. Le détachement de tir place son meilleur wagon sous l'autre. La grue prend alors tout le poids. La fusée quitte le transporteur routier, passe lentement au-dessus du vide, puis descend sur le meilleur wagon. C'est ce véhicule qui la soutient ensuite en 2 points. Une bride entre la section des réservoirs et l'empennage, et une autre au nez. À partir de là, l'engin n'est plus seulement stocké ou préparé. Il est entre les mains du détachement qui va le mettre en position de tir. 2 pinces reçoivent la fusée, descendue avec précaution par l'équipe technique. À l'avant, la pince serre la tête militaire. On la bloque au cliquet. Puis la pince principale est vissée à son tour. Le palan de levage peut alors être décroché. La fusée tient seule sur le meilleur wagon. Le transporteur routier, maintenant vide, est remorqué hors du passage. L'équipe de tir reprend la main sur le meilleur wagon. Ce transporteur élévateur a été pensé pour rester très maniable. On peut l'atteler par l'un ou l'autre bout. Les servants le raccordent à leur véhicule tracteur et emmènent la fusée vers le pas de lancement. Pendant ce temps, le reste du groupe technique termine le transfert des ergols. Autour des citernes d'oxygène, les tuyaux de la pompe blanchissent presque aussitôt. Le froid de l'oxygène liquide les couvre de givre, puis d'une pellicule de neige. Le nuage blanc qui s'échappe n'est pas de l'oxygène vaporisé, c'est l'humidité de l'air, condensée par ce froid extrême. Quand la citerne routière est pleine, on visse la vanne d'entrée jusqu'à la fermer. Les hommes enfilent des gants spéciaux. Sans eux, le métal refroidi mordrait les mains. Le travail du groupe technique s'achève ici. Sur le pas de lancement, l'équipe de tir a déjà pris de l'avance. Une fois le terrain prêt, elle amène d'abord la table de lancement. Les exigences sont rudimentaires. Assez d'espace pour manœuvrer les véhicules de remplissage et de tir, puis un sol dur sous la table. À Cuxhaven, les conditions ne posaient pas de difficultés opérationnelles. On a donc coulé une aire en béton. Mais les emplacements allemands montraient plutôt le rappel. Une surface improvisée peut faire aussi bien qu'une dalle préparée. L'équipe de tir descend alors les pieds de la table. Ils reprennent le poids de la plateforme, ce qui permet de retirer le chariot de remorquage. La table est placée sur un repère topographique du site. Ce repère servira plus tard à orienter la fusée avec précision. Le chariot de remorquage est dégagé, puis roulé à l'écart. Sur chaque pied, un vérin réglable permet de mettre la plateforme parfaitement de niveau. Au sommet, une couronne tournante fera pivoter la fusée une fois dressée. La table, soudée en acier, pèse environ 1630 kg. Entre ses pieds se trouve le déflecteur de flammes, chargé de diviser le jet. L'équipe de tir arrive avec la fusée sur son meilleur wagon. Elle l'approche de la table de lancement, puis dételle les tracteurs alors qu'il reste encore environ 9 mètres à parcourir. Pour les réglages et les essais en position verticale, on fixe un berceau sur le nez. La pince avant du meilleur wagon le maintient jusqu'au redressement complet. Ensuite, plus question d'avancer au moteur. Les Allemands tirent l'ensemble au treuil jusqu'à la table.
Le tracteur ne peut pas tirer plus loin car la table barre le passage, d'où le choix du treuil. À la main, les servants guident le meilleur wagon au centimètre près jusqu'à sa position exacte. Quand il touche presque la table, ses vérins d'appui sont descendus. Le transporteur peut alors dresser la fusée sur la plateforme. Le remplissage serait plus simple à l'horizontale, mais les réservoirs sont trop légèrement construits pour qu'on procède ainsi. À la verticale, les réservoirs encaissent sans broncher leurs 4 tonnes à vide, ogives comprises. Une fois remplie, la fusée pèse environ 12 tonnes et demie. Couchée, elle s'écraserait sous son propre carburant. Pour la dresser, le bras du meilleur Dagon monte sur 2 vérins hydrauliques. La pression vient d'un petit moteur à essence, assez modeste pour une manœuvre aussi lourde. Un opérateur règle toute la montée. Le bras garde alors la fusée suspendue à 3 ou 5 cm au-dessus de la table de lancement. Puis, les pieds de cette table sont vissés vers le haut, jusqu'à reprendre la charge. Quand la table porte enfin la fusée, les brides du meilleur wagon s'ouvrent. Le missile tient seul. Le bras redescend d'environ 10 degrés, les crics sont retirés, puis les hommes poussent le meilleur wagon à 90 cm de la table. On peut alors installer les plateformes d'essai à plusieurs hauteurs. Pendant ce temps, l'équipe carburant approche son convoi. Ce convoi arrive dans un ordre précis. D'abord une citerne d'alcool remorquée, puis une citerne d'alcool automotrice, tirant une pompe sur remorque. Viennent ensuite le véhicule d'oxygène liquide remorqué, puis la citerne de peroxyde d'hydrogène. Jusqu'au dernier moment, ces véhicules restent dissimulés près du site. Sur place, les topographes mettent déjà la fusée de niveau. Ce premier réglage sera contrôlé plus tard. Le niveau se corrige au pied de la table de lancement, vis après vis. Les techniciens de tir retirent les caches des venturies. Ils fixent aussi les gouvernes en carbone, gardées à part jusque-là parce qu'elles cassent facilement. Puis, un compresseur mobile met à l'épreuve les soupapes pneumatiques du circuit de carburant. Le même compresseur sert à remplir les bouteilles d'air comprimé embarquées dans la fusée. Sur les injecteurs d'oxygène, on pose de petits capuchons de papier, comme des gobelets retournés. Leur rôle est simple, éviter que l'oxygène n'abîme mécaniquement les jets. Une fois les essais préliminaires terminés, les véhicules d'alcool quittent leur stationnement provisoire. L'alcool entre toujours le premier dans la fusée. Le tir, lui, partira électriquement d'un panneau installé dans un véhicule spécial. Les câbles sont tenus par une longue perche fixée à la table. Les essais consomment les batteries de bord. Il faut donc les remplacer avant de continuer. Quand les véhicules d'alcool arrivent, ils se rangent le long d'un côté du meilleur wagon. La sortie de la pompe est raccordée à l'une des 2 conduites fixes placées sur le bras élévateur. Cette conduite court sur toute sa longueur. L'alcool passe par le compartiment de contrôle, puis descend vers le haut du réservoir. Le remplissage d'alcool commence alors. Il faut environ 10 minutes pour remplir le réservoir de la fusée. Le véhicule d'oxygène liquide arrive ensuite sur le site. Les Allemands cherchent toujours à charger cet oxygène moins d'1 heure avant le tir, afin d'éviter le gel des soupapes. Autour du meilleur wagon, la disposition devient typique. Alcool d'un côté, oxygène de l'autre, et le véhicule de peroxyde d'hydrogène placé directement devant la fusée. Au milieu de la fusée, l'oxygène liquide entre par sa conduite. La pompe se branche sur le tuyau d'alimentation fixé au bras du meilleur wagon. Le dernier produit chargé, c'est le permanganate de sodium. À ce moment-là, on le garde dans un réchauffeur électrique. Tiède, il réagit plus vivement avec le peroxyde d'hydrogène, et cette réaction fournit la vapeur qui entraîne la turbine. Le remplissage en oxygène tourne maintenant à plein régime. Sur les conduites glacées, la neige et la glace apparaissent presque aussitôt. Il fallait environ 8 minutes pour remplir le réservoir. Comme l'alcool est déjà à bord, la pompe est déposée et les camions-citernes quittent la zone. Pendant ce temps, le peroxyde d'hydrogène est envoyé vers le générateur de vapeur. Le peroxyde d'hydrogène passe d'abord dans une cuve de mesure installée à mi-hauteur sur le bras du meilleur wagon. De là, une quantité précise descend dans le réservoir de la fusée. Le liquide est corrosif. Les servants portent des gants en caoutchouc et les raccords de tuyaux trempent dans des seaux d'eau. À intervalles réguliers, on sort aussi le permanganate de sodium du réchauffeur électrique pour le secouer. Le mélange devient plus actif. À mesure que les réservoirs se remplissent, la fusée pèse plus lourd. L'assemblage entre la section des réservoirs et l'empennage doit donc être resserré. Un homme du groupe de tir monte jusqu'au joint grâce à une échelle élévatrice. Reste un risque sérieux. Le froid de l'oxygène liquide peut bloquer le reste des mécanismes. Pour l'éviter, un souffleur envoie de l'air chaud à travers la fusée. Les équipes allemandes ne recourent à cet air chaud qu'en cas de retard, si le tir ne peut pas suivre dans l'heure qui suit le plein d'oxygène. Chaque véhicule, une fois sa tâche terminée, s'éloigne du pas de tir.
le remplissage touche à sa fin. Des nuages de vapeur d'eau condensée débordent autour de la fusée. Quand le réservoir d'oxygène liquide est plein, les conduites sont détachées au marteau. Là encore, les hommes mettent des gants spéciaux. Au moment où l'oxygène liquide est terminé, on passe au produit Z. Le permanganate de sodium est retiré du réchauffeur électrique et porté jusqu'à la fusée. Les hommes le hissent le long du corps de l'engin, puis le versent dans son réservoir par une ouverture ménagée dans l'empennage. À ce stade, les réactifs du générateur de vapeur sont enfin en place. Vient alors l'allumeur. Dans le venturi, on assemble une petite charpente en bois destinée à le tenir en place. Le dispositif ressemble à une grande roue d'artifice. On le lance électriquement. Le ravitaillement achevé, le bras du meilleur wagon redescend. La fusée est remise parfaitement de niveau, puis orientée dans l'axe prévu pour le tir. L'orientation se fait avec un viseur à cadran monté sur la table de lancement. Comme référence, les servants utilisent un collimateur placé au-dessus d'un point trigonométrique, établi quelques mètres plus loin par un relevé préalable. L'allumeur est ensuite glissé dans le venturi et raccordé. Le groupe de tir se replie alors dans les tranchées étroites creusées près de la fusée. Avant qu'une fusée de 12 tonnes puisse quitter la table, tout se joue dans le véhicule de conduite de tir. Le commandant de batterie y rejoint le pupitre qui déclenche le lancement. Les derniers essais de gouverne sont vérifiés, un à un. Puis l'ordre tombe. À partir de là, la séquence ne se rattrape plus en vol. À environ 12 à 15 000 mètres, la fusée laisse derrière elle un panache de vapeur, comme un avion très haut dans le ciel. Si l'image donne l'impression qu'elle retombe, c'est seulement l'angle de la caméra. Elle monte encore. Au ralenti, on voit mieux la mise à feu. Au commandement d'Orchalton, l'allumeur prend, puis l'alcool et l'oxygène liquide, descendus par gravité, s'enflamment. La poussée atteint 8 tonnes, trop peu pour arracher une fusée de 12 tonnes. Le commandant observe alors la flamme. Elle doit être régulière, sans à-coups visibles. Quand il en est sûr, il lance Abstürzen. Les pompes se mettent en marche et le jet grimpe très vite jusqu'à 25 tonnes de poussée. Les câbles de contrôle sont rejetés par un système électromagnétique. Cette fois, la fusée décolle. Le gros plan au ralenti montre l'instant où elle quitte la table de lancement. Ce modèle opérationnel ouvrait une voie nouvelle, mais encore rugueuse. Sa fabrication était complexe. En service, la précision et la fiabilité restaient limitées. Pourtant, l'engin était très difficile à arrêter. Pour les Allemands, une portée d'environ 320 km n'était qu'un début. Ils pensaient déjà à une fusée capable de traverser l'Atlantique, avec un pilote en cabine pressurisée pour guider l'atterrissage. Ce film laisse donc un avertissement clair. L'avenir de la fusée exige d'être pris au sérieux. Alors pourquoi la Luftwaffe, souvent mieux armée dans les airs que ses adversaires, finit-elle par s'effondrer? Y a-t-il un moment où l'arsenal aérien allemand cesse de peser face à la Grande-Bretagne, à l'Amérique et à l'Union soviétique réunie? Le débat commence ici. En 1933, Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne. Plus tard, Führer, il impose son contrôle sur le pays. Après le traité de Versailles, le régime nazi veut reprendre les territoires perdus. Très tôt, il comprend qu'une aviation puissante sera indispensable. En 1935, la Luftwaffe existe officiellement. À sa tête, Hermann Göring, ancien as de la Première Guerre mondiale. Mais l'homme se méfie de la technique. Selon le témoignage rapporté ici, il méprisait les boîtiers pleins de bobines et croyait encore que le courage pouvait remplacer ces dispositifs. Pour bâtir cette force aérienne, les nazis partent avec de sérieux atouts. Leur industrie aéronautique aligne des noms lourds. Messerschmitt, Dornier, Heinkel, Junkers, Focke-Wulf. Les ingénieurs savent pousser l'aérodynamique plus loin. La population, bien formée, peut produire en masse. En 1938, la production dépasse 5000 avions. Un an plus tard, elle franchit les 8000 appareils. Ce bond montre la place que le pouvoir nazi accorde à la guerre aérienne. Mais l'idée allemande reste paradoxale. Employer des machines neuves pour servir une manière de combattre héritée des conflits précédents. Là où des voisins regardent vers l'avant, dans les années 1920 et 1930, les Allemands greffent surtout la technologie sur leurs vieilles habitudes militaires. En août 1939, avant même la déclaration de guerre, l'aviation allemande aligne déjà un arsenal qui impose le respect. Le Messerschmitt 109 est prêt, chasseur monomoteur redoutable. Le Junkers 87 Stuka apporte la terreur du bombardement en piqué. Derrière lui viennent le Heinkel 111 et le Dornier 17, le Crayon volant, deux bombardiers moyens très modernes. Et pour déplacer hommes et matériel, l'Allemagne dispose aussi de la plus vaste industrie de transport aérien du monde, avec le Junkers 52, futur cheval de trait des offensives allemandes. Même avec cette flotte impressionnante, un vide saute aux yeux des historiens de la Seconde Guerre mondiale. La Luftwaffe n'a pas de véritable bombardier stratégique. Dès 1935, le général Walter Wever comprend l'enjeu. Il pousse la construction d'avions capables de frapper loin, contre tout adversaire possible, et d'abord, selon l'hypothèse la plus probable, contre l'Union soviétique. Son idée porte un nom parlant, le bombardier de l'Oural.
Pour Wever, la clé d'une guerre contre la Russie se trouve loin derrière le front. Dans l'Oural, l'industrialisation soviétique produit des chars, des avions, toute une base de guerre qu'il veut pouvoir anéantir. Dans ses écrits, il défend l'idée que la puissance aérienne doit porter le conflit au cœur du territoire ennemi dès les premières heures, frapper ses moyens de combat et sa volonté de résister. Ce n'est donc pas un caprice technique, c'est une doctrine. Le projet de bombardier de l'Oural reçoit alors des spécifications, transmises à Dornier et à Junkers, pour concevoir un appareil à long rayon d'action. De ces demandes naissent le Dornier 19 et le Junkers 89. Mais les deux machines restent en dessous des performances déjà disponibles aux États-Unis avec le Boeing B-17 Flying Fortress. Elles ne dépassent donc guère le stade de quelques prototypes. Puis Wever meurt dans un accident d'avion en 1936. Avec lui disparaît l'élan doctrinal. Göring enterre cette voie et les deux programmes passent à la trappe. Göring refuse surtout de s'enfermer dans une guerre longue. Comme Hitler, il mise sur la Blitzkrieg. Frapper vite, gagner vite, sans investir des années dans des bombardiers lourds. On lui demande combien d'avions bimoteurs l'industrie peut sortir à la place d'un seul quadrimoteur. La réponse tombe, 2,5. Pour le maréchal, le calcul suffit. Le Führer, explique-t-il en substance, ne lui demandera pas la taille des bombardiers, mais leur nombre. Renoncer aux bombardiers lointains n'est pourtant pas forcément une faute. Pour l'Allemagne, ces appareils engloutiraient du caoutchouc, des métaux et du carburant, souvent à importer très cher. La contrainte existe déjà avant le réarmement massif. Sur les 4500 tonnes d'aluminium nécessaires chaque mois à la production aéronautique, seule la moitié est disponible sous Weimar. L'aviation rêvée par Wever et par d'autres coûte trop cher. La voie allemande sera donc ailleurs, dans l'action tactique. La guerre de mouvement allemande cherche à briser le maximum de forces ennemies dès les premières semaines. Au niveau tactique, il s'agit de prendre une position. Au niveau opératif, de disloquer une armée entière. Mais sur le temps long, l'Allemagne, et avant elle la Prusse, se montrent moins à l'aise. Les Alliés excellent dans cette planification stratégique prolongée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands pensent devoir gagner vite, sinon ne pas gagner du tout. Face aux ressources économiques et industrielles immenses des États-Unis, jouer cette partie stratégique serait perdu d'avance. Au début de la Seconde Guerre mondiale, cette Luftwaffe collée aux troupes au sol fonctionne à plat régime. La Pologne est écrasée. La Norvège échappe aux Britanniques avec une facilité apparente. En 1940, les Pays-Bas au sens large, puis même la puissance française, cèdent devant l'offensive allemande. À ce moment-là, le continent semble ouvert aux forces nazies. Et ces victoires initiales ne se limitent pas aux 6 premiers mois. Pendant près de 2 ans, une victoire allemande paraît vraiment possible. Au-dessus de la Manche, après la chute de la France, la Luftwaffe change d'échelle. Elle s'est collée aux troupes au sol, soutenir l'attaque, frapper les arrières. Elle sait aussi mener une campagne, couper des voies de ravitaillement, empêcher hommes et matériels d'atteindre le front. Mais il ne reste plus qu'un obstacle devant la machine allemande, la Grande-Bretagne. Pour briser cette île récalcitrante, l'opération C'est-le-Vœu est approuvée. Première condition, obtenir la supériorité aérienne au-dessus de la Manche. Une fois le ciel verrouillé, les forces allemandes doivent débarquer en Grande-Bretagne. Or, dans cette bataille décisive, la Luftwaffe encaisse sa première vraie défaite aérienne. Avec les Spitfire et les Hurricane, les Britanniques repoussent les appareils allemands loin des côtes. Au même moment, une faiblesse saute aux yeux. L'aviation de Göring travaille mal avec la Kriegsmarine. Göring veut garder pour lui tout ce qui vole. Quand la marine réclame des avions à long rayon d'action, Dönitz contourne Göring, s'adresse directement à Hitler et obtient une douzaine de Focke-Wulf 200 Condor. Quand Göring l'apprend, la rupture devient brutale. Il se met en colère et coupe pratiquement toute coopération avec la Kriegsmarine. L'amiral Raeder plaide pour une aviation navale séparée, mais Göring refuse d'ouvrir la porte à un rival en uniforme. Derrière ce bras de fer, il y a une question de prestige. Chaque arme veut pouvoir dire qu'elle a apporté la victoire au Reich. Certains marins le résument par leur vocabulaire même. Eux se voient encore comme la marine impériale. L'aviation, à leurs yeux, porte déjà la marque nazie. Avec le recul, ce refus pèse lourd, car l'Allemagne et la Grande-Bretagne ne s'affrontent pas seulement dans le ciel, elles se battent aussi sur l'océan. Winston Churchill écrira que le danger le plus grave pour son pays se trouve dans la bataille de l'Atlantique. Les sous-marins allemands coulent alors de nombreux navires marchands britanniques. Et la Grande-Bretagne dépend des convois venus d'Amérique du Nord pour les armes, les vivres, parfois même le pain quotidien. Si cette ligne se rompt, le pays peut vaciller. Après la défaite française, les ports de la côte offrent aux sous-marins allemands un terrain de chasse bien plus vaste. La route qui nourrit la Grande-Bretagne devient plus exposée. Si la Luftwaffe avait travaillé au plus près de ses sous-marins, ou si une véritable aviation navale avait existé, la guerre contre l'île aurait pu changer de visage. Le Focke-Wulf 200 Condor le montre bien. Malgré ses limites, cet avion se révèle redoutable contre les navires britanniques.
Avec à peine une douzaine d'appareils, ces Condors coulent 85 navires marchands, soit plus de 300 000 tonnes de tonnage. Pour un effectif aussi réduit, l'effet est sévère sur les routes alliées. Une autre occasion est manquée dans la Manche, la mine magnétique. Si la Luftwaffe en avait largué depuis ses avions, le blocus aurait pu devenir bien plus étouffant pour l'ennemi britannique. Voilà le premier grand échec de la Luftwaffe, une force brillante, mais incapable de s'accorder avec la marine. Des témoins du rang s'en plaignent sans détour. Entre la Kriegsmarine et l'aviation, la coordination manque. À l'ouest, la situation se fige. L'Allemagne choisit alors de contenir les Britanniques et de porter l'effort vers l'Union soviétique. Avec l'opération Barbarossa, environ 3 millions de soldats nazis, avec fusils, chars et avions, lancent la plus vaste offensive terrestre de l'histoire. Pour Barbarossa, l'Allemagne engage moins de 3000 avions, moins que dans la campagne contre la France. Pourtant, l'avance repousse les forces soviétiques jusqu'au faubourg de Moscou. Mais cette marche révèle le deuxième grand défaut de la Luftwaffe. L'entretien au sol ne suit pas. Un appareil allemand endommagé repart vers le Reich pour être réparé. Dans une guerre courte, tactique, comme en France, ce système tenait encore. Sur l'immensité soviétique, il devient un piège. En 1941, la guerre à l'Est révèle le piège. La Luftwaffe a été bâtie pour frapper vite, pas pour saigner pendant des mois loin de l'Allemagne. En Union soviétique, réparer un avion touché puis le renvoyer au front prend un temps énorme. Pire, moins de 30% de ces terrains sont alors opérationnels, alors que le Reich combat déjà sur 2 fronts. Après la guerre, Erhard Milch jugera cette organisation verticale, en 4 commandements territoriaux de Luftflotte, totalement inadaptée à une guerre menée bien au-delà des frontières du Troisième Reich. L'attaque du 22 juin 1941 apparaît, avec le recul, comme une faute désastreuse. Göring et ceux qui n'avaient pas connu le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale sous-estiment lourdement la volonté soviétique. Ils sous-estiment aussi l'industrie d'un régime que Hitler croit arriéré. Les usines déplacées au-delà de l'Oural échappent aux bombardiers allemands. Puis Pearl Harbor change l'échelle du désastre. L'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Avant cette décision, Hitler balaie l'idée d'une menace américaine, même quand on parle déjà d'un arsenal de la démocratie. En déclarant la guerre, il ajoute donc au Reich un adversaire de plus, et pas n'importe lequel, une puissance productive sans équivalent. Protégée par 2 océans, l'Amérique peut fabriquer sans vivre sous les bombes. Un maréchal allemand résumera plus tard que, sans l'aide américaine, la Grande-Bretagne aurait probablement capitulé depuis longtemps. L'Allemagne manque alors cruellement d'aluminium et de cuivre. Les États-Unis, eux, disposent de ces matières et d'autres ressources vitales. En 1944, leurs usines sortent plus de 96 000 avions par an. Un appareil toutes les 5 minutes, plus du double de la production allemande. Le signal d'alarme existait pourtant déjà. En 1940, malgré ses cargos torpillés à un rythme inédit, la Grande-Bretagne produit plus d'avions que l'Allemagne. Les Britanniques savent improviser. Ils font naître des machines remarquables comme le de Havilland Mosquito, construit en contreplaqué. En face, en 1941, alors que les forces nazies combattent sur 2 fronts, l'Allemagne ne dépasse qu'un peu plus de 11 000 avions. Depuis le début de la guerre, le gain annuel n'est que d'environ 3 000 appareils. La production du Reich reste donc très loin de son potentiel. L'un des grands échecs de la Luftwaffe tient à son incapacité à organiser des achats et une production cohérents. Les prototypes naissent, puis disparaissent. On les reprend, on les modifie sur ordre de Hitler. On les abandonne encore, avant de les remettre parfois en fabrication sous une forme très éloignée de l'idée de départ. Ce chaos renvoie à l'homme placé aux commandes de la production aérienne en 1936, Ernst Udet. As de la Première Guerre mondiale, il est choisi par Göring pour remplacer Wilhelm Wimmer. Cette nomination ouvre le 3e et peut-être le plus grave des échecs de la Luftwaffe. Göring confie donc les développements techniques à Ernst Udet, un ancien camarade de chasse de la Première Guerre mondiale. Problème, Udet n'est pas l'homme de ce métier. Son prédécesseur, Wilhelm Wimmer, avait pourtant supervisé la génération d'appareils qui précède la guerre. Le Messerschmitt 109, le Junkers 87 et le Heinkel 111. Avec Udet, la relève ne tient plus la comparaison. Udet a une obsession, le bombardement en piqué. Entre les 2 guerres, il en a vu des démonstrations en Amérique, et il en tire une conclusion excessive. Tout bombardier allemand devrait pouvoir piquer. Même le nouveau quadrimoteur Heinkel 177, encore en développement, reçoit cette exigence. Heinkel, ingénieur avant tout, tente de s'y opposer et juge l'idée absurde, mais il est écarté. Il faut donc renforcer les ailes, réduire la traînée et permettre à l'appareil de plonger à grande vitesse. Les moteurs sont montés par paires, non pas en 4 nacelles séparées, mais l'un derrière l'autre dans une même nacelle sous chaque aile. Le résultat, c'est une chaleur excessive. Sur le Heinkel 177, les moteurs chauffent sans répit. L'idée de les coupler en tandem est déjà risquée. Udet y ajoute une exigence absurde pour un appareil pareil, le bombardement en piqué.
Résultat, les retards s'empilent et l'Allemagne n'arrive pas à mettre en ligne un vrai bombardier quadrimoteur efficace. L'avion traîne vite une réputation funeste. Très peu d'exemplaires auront seulement l'occasion de voler. Le Heinkel 177 n'est pas seul dans ce naufrage. Le Messerschmitt 210, censé remplacer le Messerschmitt 110, devient lui aussi un cauchemar industriel. Les problèmes sont là dès le départ, et ils ne disparaissent pas. Pourtant, la production de masse est lancée alors que l'appareil a à peine volé. Pour Messerschmitt, le coût est terrible. Une partie des 210 déjà construits doit être démontée, puis remontée avec de nouvelles pièces, afin de les transformer en Messerschmitt 410, enfin utilisables en opération. Dans les milieux aéronautiques, on finit par résumer le bilan du dette d'une formule assassine. Tout semble se réduire en poussière entre ses mains. Sous sa responsabilité, un seul appareil passe vraiment pour une réussite, le Focke-Wulf 190. Le reste révèle surtout une incapacité à trancher. Des moyens partent vers des projets irréalistes en temps de guerre. En 1941, le besoin est ailleurs, dans les bombardiers stratégiques à long rayon d'action, comme le B-17 Flying Fortress américain et l'Avro Lancaster britannique. L'Allemagne, elle, accuse un retard brutal dans la production de bombardiers à 4 moteurs. Udette, écrasé par cette série d'échecs, se suicide en 1941, laissant la Luftwaffe dans un état désastreux. Puis la victoire soviétique à Stalingrad inverse l'élan allemand. Les forces du Reich reculent. Dans le même temps, les bombardiers américains et britanniques frappent usines et centres urbains. La doctrine défendue depuis des années par le général Wever devient réalité. Le bombardement stratégique commence alors à peser lourdement sur la machine de guerre allemande. Sous l'autorité du maréchal Erhard Milch, la production grimpe jusqu'à 25 000 avions par an. C'est une hausse réelle, mais elle reste dérisoire face aux Alliés. Aux États-Unis, l'achat d'armement devient une bureaucratie géante, portée par le département de la guerre, puis par le Pentagone. L'Allemagne ne peut pas suivre. En 1944, elle est dépassée dans les airs à plus de 4 contre 1. À ce stade, rivaliser avec les États-Unis ou l'Union soviétique devient impossible. On parle souvent de la coordination alliée des ressources et des matières premières. On parle beaucoup moins de l'incapacité allemande à exploiter la capacité industrielle de ses propres partenaires. C'est une autre faillite de la Luftwaffe. Le Japon, éloigné et engagé sur d'autres fronts, n'est pas l'allié le plus utile à l'Allemagne. Le partenaire le plus puissant, concrètement, se trouve en Europe, avec l'Italie. Mais les nazis hésitent à donner aux Italiens les licences et les moteurs nécessaires pour construire des avions allemands chez eux. L'erreur est lourde. Avec l'aide de Berlin, l'Italie aurait pu tripler sa production, peut-être atteindre 30 000 appareils pendant la guerre. En plus, pendant l'année 1942, ces usines seraient restées hors de portée des bombardements alliés, avec un possible effet en Méditerranée. La Roumanie, la Hongrie et la Finlande savent aussi fabriquer des avions, mais manquent du savoir-faire et des ressources que l'Allemagne peut fournir. Si ces pays avaient reçu des licences pour produire des avions nazis sur leur propre sol, cette coalition aurait peut-être pesé davantage dans le combat décisif contre les soviétiques en 1941. Mais Berlin veut rester le centre dominant du système. Chez plusieurs dirigeants nazis, le ressentiment envers les Italiens est profond. Ils les voient comme des alliés profitant surtout des succès allemands. Un jugement circule alors dans cet esprit, nourri par le souvenir de la Première Guerre mondiale, les Italiens auraient été plus utiles dans le camp adverse. En 1944, l'Allemagne présente le Messerschmitt 262. Pour Hermann Göring, les petits pays conquis doivent surtout fournir les matières premières, tandis que la patrie livre les produits finis. Mais dans le ciel, ce calcul industriel arrive trop tard. Premier avion à réaction de série d'emplois courants au monde, le nouveau jet promet d'attaquer les Flying Fortress et les Mosquitos qui ravagent les villes allemandes. C'est une percée réelle, et pourtant déjà un nouveau raté pour la Luftwaffe. Comme chasseur pur, le Messerschmitt 262 frappe encore le regard. Ses lignes basses, nettes, presque contemporaines, donnent l'impression d'un avion sorti d'une autre guerre. Certains le voient même comme l'appareil le plus redoutable du conflit. Il incarne le génie technique allemand, mais aussi l'indécision du régime. Les ingénieurs proposent une base solide, puis les états-majors de la Luftwaffe la retouchent, la compliquent, et il faut encore satisfaire Hitler. Aucun appareil ne passe cette épreuve sans être déformé. Le 262 n'y échappe pas. Puis vient la querelle fatale. Le professeur Messerschmitt indique à Hitler que l'avion peut emporter jusqu'à 1000 kg de bombes. Le maréchal Milch explose de colère et rappelle que même un enfant verrait dans le 262 un chasseur, pas un bombardier. Après des mois d'hésitation, l'appareil est lancé en chasseur-bombardier. Le coup aurait pu être brutal, on l'émousse. Et quand l'arme miracle arrive enfin, la Luftwaffe manque surtout d'hommes capables de la piloter. Au temps de ces victoires, les meilleurs pilotes allemands partent au combat avec environ 250 heures de vol, davantage que les Britanniques. Puis les succès de 1940 et 1941 rendent la Luftwaffe sûre d'elle. La formation est réduite, comme si la guerre touchait déjà à sa fin.
En 1942, quand le vent tourne, les recrues allemandes passent sous les 200 heures. Côté allié, elles dépassent les 300. Alors on coupe encore pour sortir des pilotes à tout prix. Malgré cet effort, en 1944, la moyenne tombe juste sous les 100 heures. Parfois, c'est seulement le quart de ce que reçoivent les pilotes de P-51 Mustang et de P-47 Thunderbolt. Au-dessus de l'Allemagne, la supériorité aérienne est perdue. Les aviateurs américains et britanniques abattent alors des Messerschmitt 109 et des Focke-Wulf 190 presque sans répit. Pendant les derniers préparatifs du débarquement, on demande au chef de l'aviation tactique allié quoi faire des chasseurs allemands. Sa réponse tient en peu de mots. Il n'y en aura pas au-dessus des plages. Il avait pour l'essentiel raison. Ces chasseurs avaient déjà été balayés. La Luftwaffe paye alors une décision ancienne, celle de ne pas bâtir une école de pilotes à l'échelle de ses adversaires. Les hommes expérimentés manquent partout. Quand arrive le Messerschmitt 262, le bombardier à réaction Arado 234, l'intercepteur fusée Messerschmitt 163 ou le Dornier 335 Arrow, présenté comme le plus rapide des avions à moteur à piston de la guerre, ces machines auraient pu compter sur les deux fronts. Mais le verdict est le même, trop peu, trop tard. La défaite de la Luftwaffe tient d'abord à une absence de cap. Tant que la guerre sourit à l'Allemagne, Hitler, Göring et Udet se laissent enfermer dans un optimisme trompeur. Leur doctrine tactique, taillée pour des campagnes rapides, se retrouve face à une guerre stratégique, longue, industrielle, pour laquelle ils ne sont pas prêts. Ils sous-estiment la puissance des États-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique. Ils malmènent leur propre industrie aéronautique. Et durant les années décisives, ils négligent les usines, les infrastructures et la formation. La Luftwaffe finit par payer chacune de ces erreurs. Chaque avion a une histoire qui mérite d'être racontée.